Bienvenue sur Tiki Academy, notre podcast où l'on interviewe des freelances afin qu'ils vous partagent leur parcours et conseils pour réussir et s'épanouir en tant qu'indépendant. Je m'appelle Maxime Gadras et je suis le cofondateur de Tiki, l'application d'aide à la gestion de l'activité freelance. Aujourd'hui, je vais interviewer Julie qui va vous expliquer son parcours et surtout son passage d'une activité salariée à indépendante. On se dit que c'est le début, en plus de ça quand c'est via Malte ou autre, on peut avoir des super recommandations sur les plateformes, donc c'est tentant. Je suis à environ 2,5 voire 3 fois le salaire que j'avais avant en CDD. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site tiki-academy.fr afin d'avoir accès au téléchargement du podcast ainsi qu'à plein de bonus exclusifs. Le lien est dans la description. Bonne écoute! Alors bonjour Julie et bienvenue sur cette première interview de Tiki Academy. Est-ce que tu peux te présenter déjà ? Bien sûr, alors déjà bonjour, donc je suis Julie et je suis freelance dans la communication et quelques autres domaines depuis 2016. D'accord, et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi pour passer freelance ? Parce qu'il me semble qu'avant tu avais un poste en CDD, c'est ça ? Alors tout à fait, en fait je me suis longtemps posé la question entre entrepreneuriat ou bien salarié. J'ai commencé par une expérience salariale parce que ça me semblait être ce qui avait le plus indiqué et au bout de quelques temps je me suis aperçue que je manquais un peu de liberté, que j'avais envie de me construire, de travailler pour moi et pas pour un patron, et c'est ce qui a aussi déclenché le fait que j'ai eu envie de me lancer en tant que freelance. Et quand tu étais en CDD, tu occupais quoi comme poste ? Alors j'étais chef de projet dans le design, dans une agence de design. D'accord, donc c'était finalement plus ou moins la même chose que ce que tu fais en freelance, c'est ça ? Complètement, j'ai gardé ce volet gestion de projet, comme je suis un peu touche à tout, j'ai rajouté une petite partie aussi dans la communication, dans la décoration d'intérieur. J'ai un parcours qui est assez varié, mais l'idée c'est que je garde quand même mon même poste de chef de projet. D'accord, donc tu fais vraiment exactement la même chose, plus ou moins en tout cas, entre le moment où tu étais en CDD et maintenant en freelance. Est-ce qu'il y a eu des... un conflit avec ton employeur ? Comment ça s'est passé en fait déjà la transition du CDD au freelance ? Alors pour moi la transition du CDD au freelance elle s'est plutôt bien passée. Déjà j'ai enchaîné 2 CDD. Donc pour le premier CDD, c'est posé la question du CDD, CDI ou pas. Ils m'ont reprolongé sur un second CDD parce que c'était un peu l'idée de la boîte. Et je me suis dit que c'était l'occasion justement à la fin de ce second CDD de voler de mes propres ailes et de me lancer. La question s'est pas vraiment posée longtemps. C'était vraiment une opportunité pour moi. Je commençais à avoir une certaine stabilité. J'étais déjà dans mon appartement. Je vivais avec mon conjoint, donc c'était aussi plus facile pour moi de partir à ce moment-là. Et la question s'est pas vraiment posée longtemps. Il n'y a pas eu une période de transition vraiment, il n'y a pas eu de chevauchement entre la fin de ton CDD et tes premières missions freelance finalement. Alors la création du statut en elle-même, je l'ai faite un petit peu en amont parce que en parallèle donc de ce métier de chef de projet dans le design, je travaillais aussi à côté sur un blog sur la décoration d'intérieur que j'avais lancé à la sortie de mes études. Donc j'avais créé ce statut de freelance pour pouvoir justement être rémunérée suite à des partenariats, rédaction d'articles et autres. Mais je n'avais pas vraiment de vraie mission de chef de projet encore à ce moment-là quand j'ai quitté mon CDD. D'accord, quand tu dis statut de freelance, tu parles de micro-entrepreneur, c'est ça ? Complètement. D'accord. Et tes premiers clients, du coup, comment tu les as trouvés ? Est-ce que tu t'es inscrit sur des plateformes comme Malte ou je sais pas ? C'est du bouche à oreille ? Est-ce que tu as récupéré des anciens clients de ton entreprise ? Ça existe ? Alors, il s'est passé un peu plein de choses. Donc j'ai commencé par m'inscrire sur Malte parce qu'effectivement, j'avais vu beaucoup d'informations sur cette plateforme et que ça me semblait assez sûr. Je me suis inscrite aussi en parallèle sur 2 autres plateformes, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup de vous en parler parce que personnellement, j'ai eu aucune mission en 3 ans dessus, donc voilà. J'ai aussi récupéré des clients un peu après, qui étaient des clients de mon ancienne entreprise, qui en fait travaillaient avant dans des gros groupes, qui étaient partis et qui du coup s'étaient lancés à leur compte avec leur entreprise. Donc ils sont rapidement revenus vers moi parce qu'on avait gardé contact. Donc il y a eu un peu le volet Malte et un peu le volet bouche à oreille. Ça c'est super intéressant, c'est vrai que c'est un premier vecteur aussi le bouche à oreille quand on se met en freelance. Moi je voudrais juste revenir sur ces plateformes. Alors on rappelle à nos auditeurs, le but c'est pas du tout de dénigrer une plateforme ou quoi, mais je pense que c'est intéressant quand même que tu dises les noms pour qu'on sache que, en tout cas toi de ton expérience, ça t'a pas apporté forcément des missions, ce qui veut pas dire que d'autres freelances vont pas avoir des missions via ce biais, mais je pense que c'est intéressant que tu dises les noms quand même pour qu'on sache. Alors
Alors, je sais qu'il y en a une qui s'appelle XXE, la troisième, je me rappelle absolument plus le nom, parce que comme j'ai aucune demande dessus, je suis plus allée sur le site depuis environ 2 ans. Ok, bon. Écoute, au moins on le sait, mais après je pense que et j'invite nos auditeurs à faire leur propre expérience, à aller s'inscrire dessus, et ils verront par eux-mêmes. En tout cas, nous on sait au moins ce que ça t'a apporté ou pas d'ailleurs. J'ai une autre question qui a toujours un rapport avec ces premiers pas en tant que freelance. Est-ce que tu as eu, comme beaucoup, cette espèce de sentiment de l'imposteur lors de tes premières missions, le fait d'être employé peut-être par toi-même, de te dire j'ai plus une structure autour de moi. Je sais, est-ce que tu savais ce que tu valais dès le début, ou est-ce que les premières missions, tu as vraiment eu un peu l'impression de pas savoir où tu allais et de pas forcément te sentir légitime par rapport à tes premiers clients? Est-ce que c'est un sentiment qui t'est familier? Alors, je pense qu'on a tous un peu ce côté sentiment de l'imposteur quand on commence. Faut dire que quand on passe des études au freelance ou bien du salariat au freelance, on a tendance à avoir toujours un cadre derrière, des gens qui vont vous dire là c'est parfait, mais alors là par contre tu pourrais t'améliorer de telle ou telle manière. En freelance, c'est pas du tout ça. Je pense qu'après, la confiance en soi, enfin personnellement pour moi, elle est venue avec mes premières missions. J'ai eu des clients dans des domaines divers et variés, dans le BTP, dans la food, et j'ai travaillé aussi pour Maison du Monde par exemple. Et pour le coup, quand tes clients te recommandent à d'autres prestataires avec qui ils travaillent, ou bien à des collègues à eux qui sont chefs d'entreprise, en fait, tu te rends compte que tu fais bien ton taf et du coup, ça aide à vaincre, entre guillemets, ce syndrome de l'imposteur et à te sentir mieux et plus à l'aise dans ce que tu fais. D'accord. Je vais enchaîner du coup tout de suite puisqu'on parle de mission, de première mission. Quand tu as débuté, est-ce que tu as accepté toutes les missions qui passaient? Alors c'est une question qui, à mon avis, la réponse va changer d'un freelance à l'autre parce que ça va beaucoup dépendre de la situation et du contexte dans lequel tu commences. Mais est-ce que toi, Julie, tu as accepté toutes les premières missions qui t'ont été proposées? T'as dit oui à tout, ou est-ce que finalement tu as dès le début eu le privilège de pouvoir faire le tri? Alors, dès le début, j'ai dit oui à tout. Je pense un peu comme beaucoup de freelance. On se dit que c'est le début. En plus de ça, quand c'est via Malte ou autre, on peut avoir des super recommandations sur les plateformes, donc c'est tentant. Je me suis retrouvée, je citerai pas le nom de la marque, mais je me suis retrouvée à travailler donc pour un site et donc des réseaux sociaux d'une personne qui faisait de la spiritualité pratique. Ça n'a pas été ma meilleure expérience professionnelle. Autant vous dire que je me suis rapidement retrouvée dépassée, parce que c'est quand même un domaine assez particulier, où les gens ont des idées assez pointues et assez définies, et où en plus de ça, il y avait des responsabilités XXL, puisque les gens qui nous contactaient étaient souvent des gens qui avaient des soucis dans leur vie, et qui avaient besoin d'un vrai réconfort et d'aide. Et en fait, moi, j'avais pas du tout ce volet psychologique. Je pense qu'il fallait vraiment une psychologue derrière les réseaux sociaux, et eux s'étaient dit qu'en fait, non mais réseaux sociaux c'est ok, 2-3 posts comme ci comme ça, et c'est bon. Donc je pense que c'est vraiment important au début de se dire qu'on se fait la main sur des clients aussi et sur lesquels on est plus ou moins à l'aise en termes de domaine, parce que personnellement à la fin de cette expérience j'étais vidée, je leur ai dit que je voulais arrêter parce que j'en pouvais plus, et c'est vrai que ça peut être décourageant. Donc il faut quand même se dire que oui, on prend tout entre guillemets, mais il vaut peut-être mieux miser sur des projets au début où le budget est un peu plus faible mais qui restent dans nos domaines d'activité, plutôt que de vouloir travailler pour un client pour se dire que le budget va être quand même sympathique, pardon, mais qu'en fin de compte, ça va pas nous apporter grand-chose sur le plan professionnel et que ça va plus nous démoraliser qu'autre chose. D'accord, ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que quand on commence, on a tendance à vouloir dire oui à tout. Si on devait donner un conseil aux freelances qui débutent, c'est faites attention quand même. Oui, le chiffre d'affaires est important, mais ne vous mettez pas en situation de difficulté dans un domaine où vous n'êtes pas forcément compétent, même si, comme toi, par exemple, les réseaux sociaux, tu connaissais très bien, et c'était plus l'aspect spiritualité, ou du moins les clients de cette entreprise qui venaient pour des problématiques où tu n'étais pas forcément qualifié. D'accord, on va enchaîner tout de suite, puisque donc tu as eu ces premières missions, donc j'ai cru comprendre que c'était en partie via Malte. Moi, j'ai une question, c'est comment aujourd'hui, et comment quand tu as débuté, donc la question est en 2 parties, tu as fait la promotion de ton activité. Donc on a parlé de bouche à oreille, on a parlé de Malte. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs qui ont fait que tu as pu avoir des clients, qui t'ont apporté des clients du moins? Alors, différentes choses. Donc moi, j'avais mon profil sur Malte que j'ai créé dès le début, que j'ai vraiment bien renseigné avec toutes mes expériences, notamment la partie portfolio qui est super importante sur cette plateforme. Ensuite, j'ai mis à jour bien entendu mon profil LinkedIn dans la foulée, avec exactement les mêmes expériences, parce que j'avais quand même un gros réseau. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous, de par l'école qu'on a fait, de par
les expériences professionnelles qu'on peut avoir, un gros réseau. Et il faut vraiment pas hésiter d'ailleurs quand on est freelance dans une entreprise, suite à la fin de la mission, à ajouter tous les contacts de l'entreprise dans son réseau, parce que ça peut ouvrir des portes derrière. Par exemple, moi ça m'est arrivé. J'ai aussi un blog sur la décoration d'intérieur, comme je vous disais, qui tourne pas mal. Donc en fait, ça m'a aidé à avoir aussi des clients parce que c'était une belle vitrine. J'avais, je crois, 300 articles rédigés dessus. Donc pour tout ce qui est volet rédaction, community management, ça a beaucoup plu. Et même le volet chef de projet, parce qu'en fin de compte, c'est toujours intéressant de voir que quelqu'un gère son activité de A à Z. Donc vraiment pour moi, ça a été le blog, LinkedIn et Malte, mes 3 vecteurs de mission et pour gagner de la visibilité au début. D'accord, parce que je sais qu'il y a beaucoup de freelance, alors surtout dans tout ce qui est freelance graphiste, design, archi, ils ont souvent des portfolios, des sites internet. Bon, toi, t'en as pas, c'est plus via Malte ou LinkedIn que tu affiches tes compétences. Ouais. En revanche, l'équivalent, je dirais, de ça, c'est peut-être ton blog où tu as une forte affluence, ce qui fait que tu as pu avoir une certaine notoriété et attirer des clients potentiels. D'accord. Après, c'est toujours positif d'avoir un portfolio, surtout quand on est dans des métiers qui sont très visuels. Avoir un site internet en guise de portfolio, ça permet d'être trouvé par tout le monde. Et quand on est aussi sur Malte, il y a beaucoup de recruteurs qui vont chercher pour leurs entreprises des profils. Ils vont aller regarder sur le profil Malte, ils vont voir des profils Malte qui sont paramétrés plus ou moins de la même manière pour 10, 20, 30 profils. Et en fait, souvent en tapant le nom, s'ils arrivent à tomber sur le site internet, ils vont se faire une idée plus précise et avec un thème qui est mis en place par le freelance. Donc ça va lui permettre aussi de voir comment il pense, comment est-ce qu'il crée en dehors du profil Malte où c'est vraiment charté. Donc c'est toujours positif. D'accord. Bon alors là, on allait un peu loin dans ma question, donc la transition que j'avais prévue tombe un peu à l'eau, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, au quotidien, on a parlé de cette d'une de ces premières missions de spiritualité qui s'était pas forcément très bien passée. Ouais. Aujourd'hui, ta relation client, elle se passe comment ? Est-ce que tu t'entends bien avec tes clients ? Est-ce qu'ils sont cool ? Est-ce qu'ils sont, je dirais, pointilleux pour pas dire autre chose ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Comment tu te sens par rapport à tes clients et quelle est la relation que tu entretiens avec eux ? Alors, aujourd'hui, je dirais que j'ai fait le tri dans mes clients. Je travaille avec plus ou moins les mêmes clients depuis 2 ans maintenant. Certains clients arrivent pour des missions un peu plus ponctuelles, certains arrivent une seule fois dans l'année pour 3 semaines. Je commence à avoir un petit peu ma routine de clients, on va dire, comme pourrait l'avoir une agence. Aujourd'hui, j'ai plus que des clients avec qui j'ai une super relation. Je dirais qu'il y a 60% de mes clients avec lesquels je travaille actuellement qui m'ont recommandé pour d'autres missions. Donc c'est super positif. Je pense que ce qui est bien au fur et à mesure, c'est qu'on peut se donner le luxe, entre guillemets, de choisir ses clients, de garder ceux avec qui on a une relation qui est vraiment top et qui va être pérenne, et de faire un peu plus le tri et de diminuer un peu les clients avec lesquels on a des petits soucis, entre guillemets, ou les clients avec lesquels on n'a pas le même point de vue, parce que c'est aussi ça le métier de chef de projet et de freelance en général. On peut avoir des super idées qui vont marcher super bien avec certains clients et pas du tout avec d'autres parce qu'ils ont pas envie de ça ou pas besoin de ça au moment où ils ont une mission. D'accord, donc toi aujourd'hui tu choisis, en tout cas tu as choisi tes clients, les gens avec qui tu travailles aujourd'hui, tu les as choisis. Globalement oui. D'accord. J'ai le luxe de pouvoir dire que j'ai choisi mes clients. Et donc j'imagine que tu as mis de côté certains clients qui étaient peut-être qui te prenaient trop de temps, du moins, ou dont les missions étaient trop chronophages peut-être, je sais pas. Alors, soit les missions qui me prenaient trop de temps, il y a aussi une question de tarif jour, on va pas se le cacher, qui rentre en compte. Quand j'ai commencé sur Malte, etc., j'avais un tarif jour qui était plus faible parce que j'étais en début sur ces plateformes et que il faut aussi attirer ses premiers clients. Donc il faut pas avoir un tarif jour qui est trop élevé. Après, avec le temps, j'ai pu augmenter mes tarifs jour parce que j'ai aussi acquis une certaine expérience. Donc oui, aujourd'hui j'ai pu un peu trier mes clients et puis après il y a des missions aussi qu'on choisit. Moi j'aime bien me dire qu'il y a un mois test à chaque fois avec mes clients pour leur permettre justement de voir si eux sont à l'aise avec moi et moi avec eux. C'est un peu comme une période d'essai pour des missions long terme. Et à l'issue de cette période d'essai, libre à chacun du coup de dire ce qu'il a aimé, ce qu'il a pas aimé, si on continue ou pas et s'il y a des choses à arbitrer ou à changer. D'accord, il y a des choses très intéressantes dans ce que tu viens de dire. Donc toi, tu mets en place, en tout cas, tu essaies de mettre en place globalement une période d'essai avec tes clients, voir si ça se passe bien. C'est une période d'essai qui est implicite ou tu leur dis avant, voilà, on va travailler pendant 1 mois et après on fait un premier devis d'1 mois et ensuite comment ça se passe exactement ça ?
Alors ça, je le mets en place que sur des missions qui sont longues, à savoir à récurrence mensuelle sur 1 an, 2 ans, où il n'y a pas forcément de date de fin. Moi, je vis ça un peu comme un CDI. On n'a pas forcément envie, en tant que freelance, de se retrouver dans une situation où on est pareil bloqué avec un client. Et c'est la même chose pour le client. Je pense que c'est super important pour gagner en confiance et se dire que on est tous sur un pied d'égalité et avec les mêmes idées et envies, de pas commencer par une petite période test. Moi, c'est explicite, je le dis à mes clients dès le début. Je leur dis, écoutez, je vous propose, si vous voulez, qu'on se fasse 1 mois test. À la fin du mois, on se fait une réunion, on discute ensemble, on voit ce qui a été, pas été, etc. Et en fait, c'est très rassurant pour eux aussi, parce qu'ils se disent pas du tout, zut, elle peut me lâcher dans 1 mois. Ils se disent, en fait, c'est génial, parce que ça va nous permettre de voir aussi si on est à l'aise. On s'engage pas sur des contrats à durée indéterminée, avec quelqu'un dont on connaît rien du tout, avec qui on a fait 2 échanges téléphoniques, mais ça permet vraiment aussi de gagner en confiance et de se dire que d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de piège, pas d'entourloupe et qu'on est tous au courant de tout. Et ils réagissent plutôt bien généralement? Généralement ils sont emballés et c'est souvent ça qui leur dit, enfin qui leur fait se dire ok, on peut signer dès maintenant, parce qu'ils savent que justement c'est pas un piège de quelqu'un qui veut leur faire signer un contrat à récurrence mensuelle durée indéterminée avec un budget XXL, alors que derrière il y a rien et qu'ils ont aucune connaissance ni confiance en la personne. Tu me parlais tout à l'heure, tu disais que tu mettais ça en place surtout sur des missions longues à récurrence Ouais. mensuelle. Aujourd'hui, tu as des revenus stables? Parce qu'on a souvent cette image du freelance qui doit aller chercher en permanence du chiffre d'affaires, qui est jamais certain de combien il va gagner le mois prochain. Toi, comment ça se passe pour toi? Alors moi j'ai 2 clients stables depuis 2 ans bientôt, où je sais que c'est mes missions à récurrence mensuelle, j'ai une super relation avec les équipes, j'ai toute confiance en eux et moi c'est pareil, et eux c'est pareil, et donc eux ce sont des revenus qui sont stables et fixes. Après j'ai un nouveau client stable depuis 6 mois maintenant, où je sais que j'ai un budget qui est mensuel pareil et qui se répercute de mois en mois. Et par contre après j'ai aussi 2-3 clients, je sais qu'ils me font travailler tous les mois. Ce sont des missions plus ponctuelles, donc du coup ils me prennent pour 2 heures, 2 heures, 2 heures. Mais je sais que eux, je travaille avec eux environ 6 à 8 fois par mois, selon les mois, que c'est sûr et certain, même si j'ai pas un budget mensuel défini à la fin du mois, c'est certain que je vais travailler avec eux dans le mois. Donc ça me permet d'avoir un revenu qui est stable. D'accord, donc oui, aujourd'hui, finalement, par rapport à un CDI, tu n'es pas non plus complètement dépaysé, je veux dire, en termes de revenus, je parle. Non, absolument pas. J'ai sur mes 12 derniers mois d'activité, à titre d'exemple, mon revenu mensuel fluctue d'environ 15%, on va dire. Donc je sais grosso modo que je me retrouve avec un salaire qui est quand même lissé sur l'année, et ça me permet aussi d'anticiper, parce que c'est vrai qu'en tant que freelance, il y a la question des vacances et des coupures qui se posent, et ça me permet justement de savoir que je vais pouvoir me faire mes vacances d'été, entre guillemets. Je l'écris dans mes contrats, je prends mes vacances en août, et au moins je sais que ces vacances je peux les payer parce que j'ai un revenu qui est lissé sur l'année à peu près. On va faire une petite parenthèse salaire pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Tes clients, donc, tu n'as pas de problème avec tes clients quand tu leur dis que tu prends des vacances, que tu poses, ça, au niveau de ton organisation, tu rencontres des difficultés à prendre des vacances en tant que freelance? Alors non, absolument pas. Mes clients, ce sont des humains, ce sont des personnes comme moi, qui généralement ont aussi des familles, ont aussi des envies de prendre des vacances, qui partent généralement sur juillet et août 2 à 3 semaines. Donc ça pose aucun souci parce qu'ils sont vraiment, ils sont vraiment super à l'aise avec ça. Et puis comme voilà, c'est une relation qui est vraiment humaine, on travaille ensemble depuis très longtemps. Au contraire, ils me disent profite bien de tes vacances, oh quelle chance, ça va être génial, oh tu pars à tel endroit. C'est vraiment super facile à chaque fois de programmer ça avec eux. Je leur dis par contre en amont, par exemple, je sais que je prends 3 semaines en août chaque année. Ils le savent quand on signe le contrat, y a rien qui est caché, et je leur redis à partir de juin, je suis prête à absorber la charge de travail du mois d'août en amont. Il y a aucun problème sur ça, je vous laisserai jamais en galère. Par contre, vous savez que le 1er août, je coupe et je reviens le 24. D'accord. Et généralement, ils respectent cette coupure, les clients. Je pense que l'année dernière, j'ai dû avoir 5 mails sur la totalité de la période. Donc c'est vraiment respecté sans aucun souci. Des mails qui t'étaient destinés ou t'étais en copie? Non, des mails qui m'étaient destinés, mais c'était plus des mails en me disant alors au fait j'ai pensé à ça, on s'en reparle quand tu rentres. Donc vraiment des choses sans urgence. D'accord. Donc on ferme cette petite parenthèse, je vais revenir rapidement sur le salaire. Question peut-être un peu indiscrète, tu me dis, par rapport à quand tu étais en CDD, un salaire plus élevé, moins élevé? Alors par rapport à quand j'étais en CDD, j'ai un salaire bien plus élevé. Je suis à environ 2,5 voire 3 fois le salaire que j'avais avant en CDD. Ah oui, donc c'est vraiment un énorme gap. Ouais, complètement.
Et ça, tu comptes après impôt, puisqu'il faut rappeler quand même qu'en tant que freelance, on doit payer l'URSSAF, on paye des impôts en plus dessus. Euh, Oui, après impôt. D'accord, donc c'est vraiment impressionnant. Et est-ce que tu es dans cette mentalité, alors moi je sais que c'est un petit peu la mentalité que j'ai, qui est que, on l'entend souvent à la télé, dans les médias, mais je pense que ça se concrétise vraiment quand on est freelance, qui est plus je travaille, plus je gagne finalement. Plus j'arrive à faire de missions, ou peut-être après, pas forcément qu'une question de quantité, il y a aussi travailler intelligemment, essayer de décrocher des missions, peut-être quand tu es mieux payé, ça joue aussi, mais tu as cette mentalité-là où finalement tu fais pas attention, parce que en tant que freelance, tu aimes ce que tu fais. Alors, en tant que freelance, j'aime ce que je fais, mais quand même, il y a aussi l'aspect salaire qui m'a décidé à quitter mon emploi salarié. Pour le coup, aujourd'hui, je sais que quand je travaille en plus, je sais que ça va me prendre, mettons, 2 heures de travail en plus et que je vais gagner tant d'euros de plus à la fin du mois. C'est quelque chose qui me permet aussi d'arbitrer, et puis aussi d'arbitrer par rapport à ma vie personnelle. Par exemple, j'étais dans un projet d'achat avec mon conjoint, je me suis dit, bah oui, je vais un peu plus charger la mule, entre guillemets, je vais accepter quelques missions en plus, mais ça va me permettre d'avoir tant d'apports en plus, et du coup, de pouvoir me dire que je travaille pour moi. C'est vraiment quelque chose qui change la vie. Avant, quand on est salarié, on se dit que on travaille pour soi, pour gagner son salaire à la fin du mois, mais il y aura pas vraiment d'heures supplémentaires, les horaires, c'est pas vraiment nous qui les choisissons. Aujourd'hui, je sais que si j'ai envie de me prendre un mardi en semaine parce que j'ai des choses personnelles à faire, je peux le faire. Et à contrario, si je dois travailler un samedi ou bien 3 soirs dans la semaine jusqu'à 22h, je sais que je le fais pour moi. Est-ce que, par rapport à ton statut de ton ancien statut de salarié, est-ce que tu regrettes des choses? Alors, je regrette peut-être la mutuelle, mais ça, je me suis plutôt bien débrouillée. J'ai récupéré celle de mon conjoint, donc en fin de compte, ça m'a pas plus bloqué que ça. Après, le ticket resto, c'était sympathique, mais en fin de compte, moi, je travaille de la maison, donc je m'aperçois que ce que je dépensais avant en ticket resto, comme je cuisine, ça m'a permis aussi de prendre plus soin de moi en termes d'alimentation, donc c'est pas quelque chose qui me manque vraiment. J'ai pas vraiment d'autres exemples de choses qui me manquent. Le cadre, j'en ai pas forcément besoin puisque j'ai quand même beaucoup de réunions clients, ce qui me permet d'être assez cadrée aussi. Les relations humaines, pareil, j'ai beaucoup de coups de fil clients, de rendez-vous, donc ça ne me pose pas de soucis de ce côté-là. Donc non, je dirais à part la mutuelle, pas grand-chose. Et tu travailles, tu parlais de réunion, tu travailles de chez toi ou tu vas chez le client? C'est peut-être comment c'est réparti ça? Alors, ça dépend des missions, des mois, des actualités aussi. Pour le coup, je suis généralement à 2 jours par semaine chez le client, tout client confondu, et à 3 jours par semaine de chez moi. D'accord. Euh, une dernière question sur ce sujet. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais certaines choses différemment ou qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors, je suis pas sûre que je ferais grand-chose différemment. Je pense qu'en fait, quoi qu'il arrive, on peut jamais vraiment anticiper. J'aurais pu me créer un profil sur Malte avant pour les 2 premiers mois, être un peu plus organisée, etc. Mais en soi, c'est pas vraiment quelque chose qui est bloquant puisque les clients, ils arrivent à l'instant T et qu'on peut avoir des clients super qui vont avoir besoin de nous au mois de février et qui auraient pas du tout eu besoin de nous au mois de janvier. Donc on aurait peut-être accepté d'autres missions avec des clients qui n'auraient pas été forcément ceux qui nous correspondent. Je pense que l'essentiel, c'est de se dire qu'on peut se lancer, se garder peut-être une petite pochette économie au début pour pas se dire que du jour au lendemain il y a un gros gap, mais en soi, non, je pense que je ferai rien différemment. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Julie pour toutes ces réponses, c'était vraiment super intéressant, je pense que ça éclaire beaucoup de freelances qui débutent et qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai une dernière question, c'est la question de la fin. Si tu avais 3 conseils à donner à justement des gens qui se lancent en freelance, qui débutent tout juste, qu'est-ce que tu leur dirais? Ou du moins, ou alors à des gens qui souhaitent passer le cap, qui sont encore salariés et qui souhaitent se lancer en freelance. Trois conseils que tu pourrais leur donner. Alors, je dirais déjà de pas hésiter à se lancer. En soi, ils ont rien à perdre. Moi, depuis que je suis, titre d'exemple, depuis que je suis freelance, j'ai eu 5 propositions d'emploi en CDI. Donc, c'est des choses dont on pense pas vraiment. Des fois, on se dit on va se lancer en freelance, derrière, on va pas arriver à retrouver un emploi salarié. En fait, pas du tout. On peut toujours retrouver un emploi salarié derrière. Et les profils freelance sont encore plus valorisés que les profils CDI dans certains cas parce qu'ils se disent qu'en fait, il y a des expériences dans plein de domaines et dans plein de boîtes différentes. Donc déjà, ne pas hésiter à vous lancer si vous avez peur de ne pas pouvoir repartir dans un cadre salarié par la suite. Ensuite, dites-vous que pour le coup, des profils, il y en a des tonnes, mais que des profils comme vous, il n'y en a qu'un seul. Chaque expérience, elle fait qu'un client, il va se retrouver en vous. Il faut surtout pas hésiter, quand vous remplissez votre profil, à vraiment mettre toutes vos expériences.
Moi j'ai eu une expérience dans la food pendant 3 mois en stage quand j'étais encore en école et pour le coup ça m'a vraiment aidé parce qu'il y a des clients food qui m'ont contacté suite à ça. Donc n'hésitez pas à documenter toutes vos expériences, ça peut être vraiment intéressant et ça peut vous permettre aussi de décrocher des contrats que vous ne soupçonniez pas. Et ensuite, créez-vous un petit réseau de freelance, c'est toujours intéressant, notamment via Malte, il y a des apéros Malte qui sont lancés tous les premiers lundis du mois, je crois, ou mercredi, quelque chose comme ça. Ça permet de rencontrer des gens, et moi ça m'est arrivé qu'il y ait des freelances que j'ai rencontrés dans ce genre de cadre, qui m'aident à avoir des missions, et moi pareil, que je les aide à avoir des missions par la suite, parce que quand on rentre dans une entreprise, il y a des besoins divers. Donc vraiment, créez-vous un réseau, n'hésitez pas à vous lancer, et mettez bien toutes vos expériences en avant. Bah, écoute, merci beaucoup Julie pour cette interview. J'espère que ça aura aidé les freelances qui nous écoutent. Moi je te dis à la prochaine, bon courage dans ton projet. Il me semble que tu as lancé un nouveau projet récemment, on m'a parlé d'une agence de communication, tu peux nous en parler très rapidement ? Oui, alors tout à fait. Donc j'ai travaillé donc en agence quand j'ai lancé, quand j'ai commencé à travailler, donc en CDD. Ensuite j'ai travaillé dans d'autres agences, donc au fil de mes différentes missions, et je me suis aperçue qu'en fait ce côté agence multicréative avec vraiment des tonnes de spécificités, ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai lancé il y a quelques semaines la Crème de la Com. Donc c'est une agence de communication qui permet donc à des petites entreprises comme à des grosses entreprises de rencontrer des talents, de pouvoir travailler pour leur communication. Et je propose aussi à partir de la rentrée des formations pour aider les petites entreprises qui n'ont pas de budget avec des plans précis pour faire leur communication sur Pinterest, sur Facebook, sur tous les réseaux, ce qui va leur permettre de pouvoir accéder aux connaissances donc des agences sans pourtant avoir à payer des freelances. D'accord. Et le site internet c'est ? Le site internet c'est lacrèmedelacom.fr. Bon, pour ceux qui nous écoutent, je vous mettrai le lien dans la description. Écoute, merci beaucoup Julie pour toutes ces réponses. Je te souhaite une bonne journée, bon courage dans ta vie de freelance et pour ton nouveau projet La Crème de la Com. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt.